Bien, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard, une suite d'un premier épisode que j'espère vous avez tous déjà vu, soit en live, soit sur la chaîne YouTube. Je vais en reparler un petit peu. Donc c'est une session qu'on va faire de vulgarisation de la technologie. Vous n'allez pas beaucoup m'entendre parler des produits WatchGuard sur cette session-là. Alors un petit peu à la fin, sinon je me fais virer, mais c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de vraiment vous expliquer les fondamentaux en termes de sécurité sur ce que j'appelle le fameux jeu du chat et de la souris. Et donc, parmi les présents, je ne sais pas si vous avez déjà vu le 1 ou pas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la version 2. Comme vous avez vu, je suis super original sur le titre, mais je trouvais pas autre chose. Et puis, ma foi, c'est la digne suite, j'espère. Vous avez, avec GoToWebinar, la possibilité de poser des questions. Alors, bon, là, je ne sais pas s'il y aura des questions sur un format comme celui-là, mais si vous avez ne serait-ce que des commentaires, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez me faire un petit coucou comme ça. Comme d'habitude, je sais si ça fonctionne bien ou non, et si le son est correct. Ok, super, merci beaucoup. On est parti dans ce chat et la souris 2, où vous allez voir que la souris, elle est un petit peu sous stéroïde. L'idée du jeu du chat et de la souris, il est assez simple, hein, il suffit de l'illustrer par une petite image qui est la même que celle du 1. Donc pour ceux qui connaissent, je réexplique juste rapidement quand même que ceux qui n'ont pas vu le 1 soient dans le contexte. L'idée, c'est que la souris, c'est notre vilain pirate, que le chat, c'est un écosystème d'acteurs dont WatchGuard fait partie, mais également les prestataires, les intégrateurs informatiques et les entreprises. Et tous ensemble, on essaye d'empêcher notre souris de choper le fromage pouvant être sous différentes formes, de l'argent, du temps, des dégâts, ça peut être également de la donnée, c'est beaucoup de la donnée en ce moment. D'ailleurs, ça va être beaucoup le sujet de la deuxième partie, ou de la dernière partie de ce chat de la souris 2. Dans la V1, c'était assez simple. J'expliquais sur 50 ans d'histoire de l'informatique comment ce jeu s'était passé, je l'illustrais. Et en 50 ans d'histoire de l'informatique, c'est relativement simple. Entre le premier virus et les virus d'aujourd'hui, voir comment ça a évolué et comment l'usage des technologies a évolué était assez simple à démontrer. Dans cette version 2, ce que j'ai voulu faire, c'est un exercice, vous allez voir, un petit peu plus compliqué, donc vous me pardonnerez si j'arrive un peu moins à vulgariser, mais je vais faire mon maximum, puisque je le fais sur les quelques dernières années. Et on va voir que sur les quelques dernières années seules, l'évolution a également été assez colossale. Et d'ailleurs, dans le contexte, pour ceux qui ont déjà entendu dire ça, mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais en ce moment, sur la simple période de ce confinement, on voit aussi ce jeu du chat et de la souris se faire sur la thématique du Covid, bien sûr. Sur cette période plus courte qu'on va regarder, on va constater que effectivement la souris elle devient plus costaud, elle utilise des technologies encore plus poussées, et on va illustrer tout ça avec plein d'exemples dont on va pouvoir discuter et que vous pouvez commenter quand bon vous semble. J'essaie de vous lire en même temps que je parle, c'est pas toujours simple, mais je vais tenter. Alors, déjà, je vais commencer par régler mes comptes. Bah oui, j'en profite, hein, tant qu'à faire. J'ai fait la présentation du jeu et du chat de la souris une bonne centaine de fois minimum. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'embête dans la salle. À chaque fois. Alors, pas dans le webinaire qui a été enregistré, parce que là, je peux muter les gens, mais en live, il y en a toujours eu un. Pourquoi il y en a eu un? Parce que quand on parlait sécurité et des failles, des vulnérabilités, de ce genre de choses, il y en a toujours un pour me dire « Ah, mais moi, ça ne me concerne pas, parce que de toute manière, j'ai des produits Apple et que du coup, il n'y a pas de virus sur Apple, c'est bien connu, donc tout va bien. » Et donc, à chaque fois, je leur expliquais, oui, non, vous comprenez, et sauf bon, j'ai quelques arguments, mais j'avais pas formalisé la chose, on va dire. Donc, pour le coup, je commence le chat et souris 2 en formalisant ça, et puis ça va me permettre de
d'expliquer certaines choses qui va me servir pendant toute la présentation. Tant qu'à faire, autant que ça serve. Donc, vous vous doutez bien que la réponse à ce commentaire n'est pas celui que la personne qui le fait s'attend. Et on va essayer de le prouver. Ça y est, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque. Bon, j'imagine que c'est du second degré. J'en profite pour expliquer ce que c'est que les CVE. Pourquoi? Parce que ça va servir à mon propos et que ça va pouvoir vous servir à vous sur plein d'autres choses quand vous vous posez des questions. Les CVE, c'est les Common Vulnerability Exposure. C'est le fait que quand on est au courant d'une vulnérabilité officiellement, en fait, on déclare la vulnérabilité et la vulnérabilité se voit attribuer un numéro qui est le numéro de CVE. Et il y a un certain nombre de sites qui vont détailler l'ensemble de ces CVE et faire des rapports sur ces CVE que l'on peut trier, filtrer, et notamment on peut voir toutes les vulnérabilités qui ont été découvertes sur un système d'exploitation, sur une application, sur un système informatique quelconque. Et notamment, on va pouvoir voir ça sur macOS et voir toutes les vulnérabilités. Alors, la présentation, je l'ai faite courant de l'année dernière, donc je n'ai pas mis à jour cette liste. C'est juste pour le principe. Allez voir sur le site des CVE, hein, il y en a plusieurs, cvedetails.com, c'en est un, et vous allez voir sur macOS et vous allez voir que même cette année, il y en a plein. Alors vous allez me dire, ce sont des vulnérabilités, ce ne sont pas forcément des attaques ou des virus effectifs. On va voir dans cette présentation qu'en général, quand il y a une vulnérabilité, sauf si elle est corrigée très très vite, c'est assez rare qu'elle soit laissée sans exploitation, ce qu'on appelle un exploit, parce que quand il y a un intérêt pour le pirate, vous allez voir qu'en général, il ne le laisse pas passer. Si on rentre dans les exemples de failles qui ont piqué un petit peu, il y en a une que j'aime bien, qui est celle du navigateur Safari. Ce qui s'est passé avec cette faille, c'est que tout simplement vous rentriez une URL et la faille faisait en sorte, la vulnérabilité faisait en sorte que vous puissiez être redirigé vers un autre site sans même le savoir. Donc vous voulez aller sur Gmail, vous tapez Gmail, vous pensez être sur Gmail et il y a toujours marqué Gmail dans la barre d'URL, mais pourtant vous avez été redirigé sur un autre site. Et donc si cet autre site c'est un site de pirate qui vous fait croire que vous êtes sur Gmail, vous allez naturellement le croire parce que c'est ce qui est marqué dans la barre de titre. Donc ça c'était une vulnérabilité qu'il y a eu sur Safari. Donc Safari c'est l'OS d'Apple qui a sur tous les devices Apple qu'on peut avoir, tablette, téléphone ou Mac. Ça a été patché le 17 septembre 2018, vous voyez, c'est pas une faille d'il y a 10 ans, hein. Et c'est resté quelques mois dans ce qu'on appelle la fenêtre de vulnérabilité. La fenêtre de vulnérabilité, c'est le temps où c'est effectif jusqu'au temps où c'est patché. Il y a une partie de ce temps où on n'est pas au courant, et puis il y a une partie de ce temps où on est au courant, mais il faut quand même le temps que ça soit patché. D'ailleurs, on en reparlera de cette fenêtre de vulnérabilité dans la partie chasse aux bugs. On va parler un peu de chasse aux bugs. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez tous du son? Parce qu'il y a une personne qui n'en a pas. Je ne sais pas si ça vient d'elle ou de moi. Son OK. OK. Donc c'est la personne qui m'a fait le commentaire sur le son, c'est de votre côté. En vrac, quelques autres failles que vous disiez pas que j'ai été chercher la seule faille que j'ai trouvée sur Apple. Alors quand je fais ça en vraie présentation, je montre mon iPhone quand même, parce que j'ai un iPhone dans la main là, vous le voyez pas, mais je suis client Apple au passage, donc c'est pas que je suis anti-Apple au possible, c'est juste que je veux remettre les choses là où elles doivent être, à savoir que les vulnérabilités, il y en a partout. On a eu cette faille qui était sympathique pour à plusieurs titres, faille sur FaceTime d'ailleurs qui peut vous faire un petit écho avec une des failles Zoom qu'il y a en ce moment, puisque un gamin, on va appeler ça comme ça, à 14 ans ça s'appelle un gamin, a trouvé un moyen de voir les caméras des gens dans un FaceTime de groupe alors que les gens n'avaient pas encore accepté de rentrer dans le FaceTime de groupe. Donc imaginez comment ce genre de choses peut être exploité. Et il y a eu, ça
fait pas mal couler d'encre puisque le gamin a demandé de l'argent à Apple pour leur expliquer comment il faisait, qu'Apple voulait pas parce que ça rentrait pas dans les conditions de la chasse aux bugs d'Apple, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et du coup, voilà, ça a un peu chamaillé sur ce sujet. Au final, ils sont bien entendus, hein, vous en faites pas. Et Apple a corrigé cette faille. Il y a eu des failles critiques sur, donc quand c'était Mojave, sur le système de sécurité qui était contournable, tout simplement, hein, rien que ça. J'ai mis celui-là, alors c'est un petit peu vieux, mais parce que ça m'a fait sourire, quand un journaliste comment dire, s'étonne de voir des choses qu'on connaît sous Windows, des exploitations qu'on connaît sous Windows depuis, j'allais dire des années, mais en fait c'est des décennies. Parce qu'un malware qui se fait passer pour un antivirus, comment dire que ceux qui sont dans l'informatique depuis un long moment, vous en avez vu passer un paquet. Donc un journaliste qui s'étonne de ça sur macOS, j'ai trouvé ça un peu drôle, et puis ça donne de l'eau à mon moulin. 2017, on estime que le nombre de malwares sur Mac avait triplé. Alors on est en 2020 et la courbe continue, hein, vous en faites pas. Et puis je vous ai fait un petit refresh. Vous voyez, je bosse les présentations avant de faire mes webinaires. Hein. 22 avril 2020, c'est hyper récent. Vous avez dû voir la faille qui vient d'être découverte sur Mail, donc l'outil de mail de base de votre iPhone, qui est vulnérable, et par un simple mail, il est possible de prendre le contrôle à distance de votre téléphone. Donc celle-là, elle est pas mal aussi pour les Appleiens qui n'ont jamais de problème avec Apple. Même nos célébrités l'ont compris à force. Je ne sais pas si vous aviez suivi Rihanna, dont ses photos ont été diffusées parce qu'elles ont été piratées d'iCloud. Donc, pas juste des photos, hein, c'était des photos de nus. Bon, pour ceux qui veulent le lien, je vous le tiens à disposition, vous me ferez un petit mail. Pareil pour Jennifer Lawrence. Et pareil pour Pippa Middleton. Alors, je ne sais pas qui est Pippa Middleton, donc par contre, je suis un petit peu sec là-dessus, mais apparemment, elle est connue. C'est famille de je sais plus qui. Bon, bref. Donc, ces gens-là ont vite compris que Apple, c'est pas complètement sécurisé, enfin, en tout cas, pas plus que n'importe qui. Et qu'il y a de toute manière ce jeu du chat et de la souris à faire de la part d'Apple et de son écosystème. Et Apple l'a bien compris de la même manière que les autres. On est d'accord que ce slide ne sert à rien, mais normalement ça m'attire un petit peu d'attention de votre part, ce que je vois dans le taux d'attention d'ailleurs. Et je constate que certaines personnes sont plus people que cybersécurité, puisqu'ils savent qui est Pippa Middleton. Il y aura toujours quelqu'un qui profite d'une opportunité. C'est un peu le sens de ce que je vous disais avant. Pour ceux qui ont vu le chat et la souris, j'expliquais ce que c'était que VirusTotal. VirusTotal, c'est un site détenu par Google qui permet de prendre un fichier, de le passer à tous les moteurs antivirus avec lesquels ils sont partenaires, ils en ont plus de 50, et de vous dire, tiens, ce fichier, il a l'air clean d'après tel antivirus, ou il a l'air pas clean d'après tel antivirus. Donc ça vous donne une liste complète du résultat de chaque moteur antiviral. Donc c'est génial. Pour un administrateur, parce qu'il peut être rassuré sur le fait que le fichier est plutôt clean, ou au contraire, il peut être assuré que le fichier est pourri et qu'il doit le supprimer et surtout pas le donner à l'utilisateur. Mais on se disait aussi que ça pouvait être génial pour un pirate, parce que pour le coup, lui, sait où il en est de la détection antivirale de son malware. Et que pour le coup, un site technologique qui est fait pour faire plutôt le bien sert à des choses malicieuses. J'avais dit à l'époque, les pirates ne vont pas dessus. Pourquoi les pirates ne vont pas dessus? Parce que si on regarde les termes et les conditions, on voit que Google annonce dans les termes et conditions que tout fichier qui est uploadé sur VirusTotal est aussi envoyé à toute la communauté des antivirus. Donc c'est-à-dire tous les labs antivirus du monde reçoivent ce fichier et vont se mettre à l'analyser. C'est pas vraiment ce que veut faire un pirate à la base. Le pirate, lui, voudrait être anonyme et juste savoir s'il est connu des différents éditeurs antivirus. Et du coup, comme j'y ai pensé,
quelqu'un d'autre y a pensé, parce qu'en général, je suis pas très original en fait. Et d'ailleurs, cette règle est limite une loi de la physique en sécurité. Si vous pensez à une façon d'exploiter quelque chose, il y a probablement quelqu'un qui va le faire. Et ben, en l'occurrence, quelqu'un l'a fait. Il a créé un moteur qui s'appelle Scan4U. Scan4U étant payant, anonyme, sans partage de fichiers avec la communauté antivirale, contrairement à Virus Total. Donc exactement ce qu'on se disait, mais tiens, si Virus Total existe, il va peut-être y avoir des choses, côté un peu plus dark, qui vont servir à nos amis, à nos ennemis pirates, pardon du lapsus. Bon, il se trouve qu'il a été extradé aux US, il a pris 14 ans de prison, donc bon, ça c'est le jeu, hein, comme on dirait. Alors, il y a un commentaire sur Mac qui est intéressant qui dit macOS est moins ciblé, donc ça représente est moins ciblé car ça représente moins de systèmes d'exploitation. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que cette légende urbaine du fait qu'il n'y a pas de virus sur Mac et que c'est plus sécurisé vient en partie de là, très clairement. Quand un pirate se demandait est-ce que il passe du temps à trouver une vulnérabilité sous Windows ou sur Mac, le rapport est quand même assez vite fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et on est arrivé à un stade où il y a tellement de pirates de toute manière que la moindre des opportunités est exploitée. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques décennies. Donc effectivement, ça rentre dans l'explication, mais justement, l'explication ne vient pas du fait que un codeur Apple est meilleur qu'un codeur Microsoft, ce que pensent certains. Ce que j'aime bien, si vous allez faire un petit tour sur le Darknet, j'imagine que vous y allez tous les matins au petit-déj, c'est regarder aussi ce qui est proposé. Chose intéressante en ce moment, c'est le hacking as a service. Alors il y a des tarifs qui sont plutôt intéressantes, hein. Si vous voulez hacker un email, sachez que ça vous coûtera entre 500 et 800 dollars. Moi j'aime bien les extras. Ruiner la vie d'une personne, 600 dollars, c'est pas cher. Donc faites attention dans vos commentaires. 600 dollars, c'est pas très très cher pour ruiner la vie d'une personne. Dans le shell assourien, j'ai pris le temps d'expliquer ce que c'est qu'un botnet, ce que c'est qu'un crypto, ce que c'est qu'un crypto miner, ce que c'est qu'une sandbox. Donc il y a pas mal de vocabulaire que je réexpliquerai peut-être plus légèrement dans celle-là, parce que si vous avez vu l'autre, vous savez déjà ce que c'est, ou peut-être que vous savez déjà ce que c'est. Mais on voyait que les attaques étaient quand même tranchées. C'est-à-dire que un pirate, il veut diffuser un ransomware, il fait un ransomware. Un pirate, il a besoin d'un botnet, il fait un botnet, etc. On est arrivé à un stade sur ces dernières années où les pirates ont accès à du code déjà tout fait, réutilisable, modifiable assez facilement. Et en fait, ils en sont à combiner les différentes attaques entre elles. Donc on voit cette souris qui, plutôt que d'aller de se focaliser sur un type d'attaque, va être capable de combiner. Donc c'est le cas de Xbash, qui est une espèce d'UTM de l'attaque, puisque ça fait à la fois ransomware, botnet et minage de monnaie. J'ai pas regardé le détail exact de Xbash, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que je voulais pas voir le détail parce que j'imaginais très bien ce qu'on pouvait en faire et que peut-être que si je l'imagine, c'est sans doute ce qu'ils ont fait, voire pire. Et notamment, quand je vois ça, je me dis, c'est top parce qu'en fait, en fonction de la cible de la machine sur laquelle on arrive à rentrer, on va utiliser l'un plutôt que l'autre parce qu'il y en a un qui sera plus rentable que l'autre. Notamment, si on arrive en entreprise, on peut peut-être plutôt demander une rançon parce que si l'entreprise sera peut-être plutôt à même à payer que si on demande une rançon à un particulier, par exemple. Si la machine est super performante, a un bon processeur, je ferai peut-être plutôt du minage de monnaie parce que ça me rapportera plus. Et si la machine est pourrie et c'est une machine de particulier et bon, tout ce qu'elle m'apporte c'est un peu de ressources et la bande passante de la ligne internet, je vais peut-être plutôt utiliser le botnet. C'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais vous voyez ce que je sous-entends, c'est que effectivement du coup le pirate va pouvoir vraiment s'adapter à un contexte et il n'a pas à choisir l'attaque qu'il veut, il les a tous sous la main. Là, on parle de l'ingéniosité du pirate, c'est-à-dire quelle idée il trouve. Et en général, pour le coup, c'est assez facile de faire un peu de prédiction en sécurité de ce fait-là, puisque
il suffit qu'on utilise tous notre imagination pour arriver peu ou prou au même résultat, sauf que nous, on ne saurait pas faire, eux, ils le savent. C'est un peu la différence. Sauf que les pirates, ils sont aussi aidés par autre chose. Ils sont aidés par justement la création des vulnérabilités. Donc si on retourne sur notre fameux site CVE Detail, vous pouvez y aller. J'ai pas mis 2020 d'ailleurs, mais vous voyez jusqu'à 2019. On voit les statistiques de l'augmentation du nombre de vulnérabilités dans le temps. Donc là, j'ai une petite question pour vous, pour le coup, donc vous pouvez utiliser l'interface de questions-réponses. À votre avis, pourquoi ce nombre de vulnérabilités sur 2017-2018 ont explosé? Parce que vous voyez que clairement, en 2017, le nombre de vulnérabilités, il a atteint des sommets et ça ne s'est pas arrêté là. 2018 aussi. Si on regarde 2019, ça continuera dans ce sens-là, hein, bien entendu. C'est pas une tendance qui va redescendre. J'aime bien le Eternal Blue. Alors Eternal Blue, c'est une parmi les 15 000. Donc ça qui a fait monter le nombre de vulnérabilités. On parle bien de vulnérabilité unique, pas d'exploitation de vulnérabilité, attention. C'est ça le pire justement, c'est ça qui est important. Le laxisme des développeurs, ça c'est pas sympa avec eux. C'est pas sympa avec eux, sachant que les développeurs, alors, ils font tout leur possible pour corriger, mais en gros, il y a une règle quasi mathématique pour un développeur. S'il crée tant de lignes de code, il va y avoir tant de bugs / vulnérabilités. C'est presque mécanique. Et après, ça dépend un peu des outils qu'il utilise. Mais il y a une espèce de proportionnalité entre le nombre de lignes qu'il va créer et le nombre de bugs qui est quasiment mathématique. Pas de mise à jour des OS. Ben non. La mise à jour des OS, elle est faite pour patcher les vulnérabilités, mais c'est pas ça qui fait que le nombre de vulnérabilités disponibles sur l'ensemble des systèmes augmente. Plus de services et plus de pirates. Oui, ça c'est un des paramètres. Effectivement, quand on a plus de gens qui cherchent, on a plus de gens qui trouvent. Ça c'est un fait. Donc faut bien voir que le piratage, c'est la cybercriminalité, c'est ce qui rapporte le plus maintenant. Hein. Ça a dépassé l'argent de la drogue depuis déjà quelques années, largement. Donc effectivement, quand il y a du business, il y a du monde à travailler dessus. Non seulement parce que il y a du business, mais aussi parce que c'est un terrain militaire maintenant. La cybersécurité, c'est une enfin tous les pays un petit peu développés ont une cyberarmée. On va reparler dans cette présentation, mais il y a aussi ça. Donc forcément, eux aussi ils cherchent. Hein. Donc c'est un des paramètres. Effectivement, on cherche plus pour deux raisons. Il y a plus de pirates, soit, pas que. On va en reparler. L'autre point, je ne sais pas combien vous aviez d'applis sur votre téléphone en 2016 et combien vous en avez aujourd'hui et combien vous en avez rajouté. Moi, je sais que j'ai quelques pages en plus d'applications. Et qui dit quelques pages en plus d'applications, on dit que dans le monde, le nombre de lignes de code a augmenté. Et donc, comme le nombre de lignes de code a augmenté, le nombre de vulnérabilités a aussi augmenté. Donc, on a plus d'applis. On a plus de gens qui cherchent les vulnérabilités pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Et forcément, voilà, on les découvre un petit peu plus. Il y a également un certain nombre d'entreprises qui ont changé de fusil d'épaule. C'est-à-dire que auparavant, même elles, quand elles découvraient des vulnérabilités, elles les déclaraient pas forcément, elles préféraient jouer la carte de non, nous, notre logiciel est parfait. Et c'est une très bonne chose que ça ait changé. Beaucoup d'entreprises maintenant préfèrent justement céder de la communauté, voire même payer la communauté quand ils trouvent des bugs. C'est ce que fait d'ailleurs, et c'est pas de ma faute, hein, c'est ce que fait Apple. Je vous ai mis un screenshot du Security Bounty d'Apple, donc ce que Apple paye lorsque on les aide à trouver et à corriger des bugs. Ce que notamment notre gamin de 14 ans a demandé à Apple, c'est d'être payé parce qu'il avait trouvé une faille dans leur système. Sauf que lui, il avait oublié de lire les petites lignes en fait de l'Apple Bug Bounty. C'est que Apple en fait ne paye que si on ne dévoile pas en public la vulnérabilité, qu'on les prévient et que la vulnérabilité n'est publiée que lorsque ont le correctif qui va avec. Donc c'est quand même très particulier, très précis, plus que particulier. Apple le fait, plein de monde le fait. Je suis pas inquiet pour eux, c'est des jolies sommes,
mais ça rembourse très largement le fait qu'il aurait fallu le faire soi-même et le faire en catastrophe parce que une vulnérabilité découverte et une vulnérabilité qui a traîné dans la nature pendant un certain temps, ça peut faire des dégâts colossaux aux entreprises. Regardez ce qui arrive à Zoom là en ce moment, qui a connu un succès phénoménal avec son système de visio et qui est en plein dans la tourmente parce qu'on trouve des bugs de partout et des failles de partout. Et donc là, tout grand débat sur le fait qu'il faut arrêter de faire du Zoom ou pas. On en reparlera si vous voulez. Moi, j'ai un avis personnel là-dessus, mais voilà. Donc plus de recherche, plus de vulnérabilités trouvées, plus de vulnérabilités patchées, heureusement, mais quand même plus de vulnérabilités. Donc ça aide quand même un peu les pirates. Alors il y en a d'autres qui m'ont mis des raisons dans les commentaires. Plus d'experts de sécurité, oui. Faiblesse dans les protocoles, oui. SMB, mais ça c'est effectivement c'est Eternal Blue. Accès Internet plus rapide, plus de facilité de recherche, oui, c'est vrai. Oui, c'est tout un ensemble de critères qui font qu'il y a eu ce boom. Et puis même les médias aussi qui s'y sont intéressés plus. Voilà. Tout ça fait que d'ailleurs, il y a un petit parallèle avec le coronavirus. Si on le teste pas, on ne sait pas qu'il est là. Et bizarrement, quand on le teste, on le trouve plus. Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de ça d'ailleurs. Vous voyez que l'Air Force même en ce moment vous demande de l'aide. Donc si vous voulez essayer de hacker ces satellites qui sont en orbite, vous serez pas pourchassé. On vous le demande et vous avez le droit. L'Air Force américaine essaye de renforcer ses systèmes de sécurité de ses satellites et donc en gros a lancé ce challenge pour les pirater. Donc s'il y a des hackers dans l'âme dans cette session, n'hésitez pas à essayer. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis sur ce que quelqu'un m'a dit parce que ça me fait exactement la transition que je cherchais. Quelqu'un me dit des failles dans les protocoles. Oui, des failles dans les protocoles et c'est justement un des jeux du chat et de la souris qui se passe aussi sur les protocoles. Vous avez tous connu le protocole WEP pour le Wi-Fi. Qui était craquable, dont les clés étaient craquables tellement facilement. Vous avez connu WPA, dont les clés ont finalement été craquables également. Vous avez connu WPA2 et on a trouvé un moyen de le craquer. À tel point que si vous n'avez pas été voir notre chaîne YouTube WatchGuard France, il y a un webinaire sur la sécurité du Wi-Fi. Et dans ce webinaire sur la sécurité du Wi-Fi, j'annonçais Vive WPA4. Alors, c'est pas moi qui l'annonçais, mais j'avais fait le support de présentation dans lequel je mettais Vive WPA4 et la personne qui devait présenter me disait mais non, c'est WPA3 qui va sortir, c'est pas WPA4. Je dis oui, mais je dis Vive WPA4 parce qu'on est à WPA2 qui s'est fait craquer et WPA3 se fera hacker. C'est sûr, se fera hacker, on trouvera des failles de vulnérabilité dans ce protocole, c'est qu'une question de temps. Et il me disait, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux ce que tu dis, Pascal. Je dis, ouais, pas de souci. WPA3 sort et à peine une semaine après, sort Dragon Blood, qui est une faille dans WPA3 qui permet de craquer les mots de passe, bien entendu. Mais comme je vous disais, j'ai fait ma petite danse dans mon bureau parce que j'étais content de ma prédiction et j'avais fait ma Madame Irma. Mais comme je vous dis, c'est quand même hyper facile à faire en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui va trouver une faille. Le truc parfait, c'est compliqué. Ça peut être un peu plus compliqué à chaque version de protocole, mais voilà, le jour où il n'y en a pas, bon, j'aurais plus de métier, tant mieux, mais je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet là. Jusque-là, on parlait de vulnérabilité dans les applications, dans les systèmes d'exploitation. Ce qui se fait beaucoup depuis ces quelques dernières années, c'est de trouver des vulnérabilités dans les chipsets, donc dans les systèmes hardware, la puce Wi-Fi de votre téléphone, un processeur, etc. Ça se fait beaucoup parce que justement ça apporte des choses et on a vu notamment des vulnérabilités, là j'en parlais sur les chipsets wireless, donc des vulnérabilités sur Atheros, sur Broadcom, donc allez voir pareil, si vous posez la question de savoir si tel ou tel système est sécurisé et a peu de vulnérabilité, vous allez sur un site de vulnérabilité, vous tapez, en général l'éditeur il doit être dedans, et vous allez voir la liste des vulnérabilités, ce qui vous donne une bonne idée
de ce qu'on trouve habituellement dessus. Et puis, bah, c'est quand même pas de ma faute s'il y a du Broadcom sur des iPhones. Hein. Vous allez me dire que je leur en veux, mais non. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent ouais, mais quand bien même ils en ont, ils patchent vachement plus vite, et ils sont habitués, ils sont très forts chez Apple. Il y a beaucoup de fanboys hein, chez Appleiens. Bah, il se trouve que la faille qu'il y a eu sur Broadcom, qui affectait à la fois des iPhones et des téléphones sous Android, a été patchée plus vite par Google qu'elle n'a été patchée par Apple. Alors, c'est un cas de figure particulier, hein, mais juste pour dire, il n'y a pas non plus de réactivité particulière chez Apple que chez d'autres. Et là, en l'occurrence, c'est l'exemple qui prouve qu'ils n'ont pas été les plus rapides. Dans la série des vulnérabilités sur les chipsets, on a ces deux failles qui ont été découvertes janvier 2018, si je ne m'abuse, qui sont Spectre et Meltdown et qui ont fait couler énormément d'encre pour le coup. Et vous allez comprendre pourquoi si vous ne les connaissez pas déjà. Meltdown, je vais tenter de les expliquer comme je peux en vulgarisant. Donc, ceux qui sont des spécialistes de processeurs m'en voulez pas. C'est de la vulgarisation. Okay, l'idée de Meltdown, c'est que ça fait fondre, d'où le nom Meltdown, ça veut dire fondre en anglais, la barrière entre l'espace applicatif et l'espace du kernel du processeur. Ce qui fait que des espaces mémoire système deviennent accessibles par des applications qui normalement n'en ont pas les privilèges. Rien que le fait de le dire comme ça, vous voyez le problème que ça peut poser. Le responsable, c'est une instruction du processeur qui permet d'accélérer les performances. C'est une instruction qui prédit ce que le programme va faire par la suite. On sait désactiver cette instruction pour que cette faille ne soit plus là. Le gros problème, c'est que ça casse les performances du processeur. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas voulu patcher parce que sinon la machine est beaucoup moins puissante et des gens qui ont patché et bon, malheureusement qui ont pris la dégradation de performance. Spectre est pire parce que alors la faille cette fois-ci c'est entre l'espace mémoire de deux applications, non plus entre l'application et le kernel, mais entre deux applications. Mais imaginez pour faire un raccourci, votre appli Facebook qui est capable d'accéder à la mémoire de votre appli bancaire, quoi. C'est pas cool non plus. Pourquoi on l'a appelé Spectre? J'adore les gens qui font de la cybersécurité parce qu'ils trouvent toujours des noms qui sont hyper évocateurs. On l'a appelé Spectre parce que il n'y a pas de contre-mesure, il n'y a pas de correctif, et on est en 2020, il n'y a toujours pas de correctif, et que du coup, on sait que cette faille va nous hanter pendant longtemps. Pourquoi ça va nous hanter pendant longtemps? Imaginez une entreprise qui a un parc complet de machines qui sont soumis à ça. Ils vont pas changer toutes les machines sous prétexte qu'il y a une vulnérabilité qui s'appelle Spectre. Et donc, cette vulnérabilité va courir pendant longtemps et être exploitable de certaines manières pendant longtemps. Donc, d'où le terme Spectre, je trouve qu'il est très, très, très bien trouvé. 3 janvier 2018, la découverte, et les deux ont été découverts ensemble par les mêmes chercheurs. Alors, c'est pas très grave, vous êtes tous RGPD dans ce webinaire, donc la RGPD va nous sauver. Pourquoi la RGPD va nous sauver? Parce que dans la RGPD, il y a l'article 32 qui oblige tout le monde à monter le niveau de cybersécurité, de se défendre mieux et de défendre mieux, en particulier, les données à caractère personnel. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que c'est du second degré et que je suis un petit peu cynique dans ma phrase. Pour les autres, je vous le dis, c'est du cynisme. Non seulement parce que quand vous lisez l'article, vous voyez bien que déjà, c'est une recommandation qui est faite aux entreprises qui utilisent le matériel, non pas à ceux qui font le matériel. Et en plus de ça, de manière, c'est hyper vague. Et que de mon expérience, les gens qui sont conformes à RGPD, il y en a, mais il en manque quand même un gros bout, sachant que tout le monde devrait l'être. Donc, on pourrait se dire que ça mitigerait la chose, le fait de monter le niveau de cybersécurité dans l'entreprise, de protéger mieux les postes, donc protéger mieux les vulnérabilités qu'il peut y avoir sur les chipsets de ces postes, hein, parce que
même si on n'a pas de correctif, il y a quand même moyen d'empêcher une attaque en connaissant l'attaque et en la bloquant au préalable. Mais pour ça, il faut monter le niveau de cybersécurité. Et malheureusement, en France, en ce moment, le niveau de cybersécurité, il est un petit peu dans les chaussettes. Preuve en est, dans la RGPD, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que quand vous avez une fuite de données, qu'elle soit involontaire ou malicieuse, vous devez prévenir la CNIL, et que la CNIL, 6 mois après la mise en vigueur de la RGPD, avait déjà plus de 1200 violations de données personnelles, et ça concernait 6 mois après donc la sortie de la RGPD, déjà la moitié de la population française, enfin les données de la moitié de la population française. Donc à ce stade, probablement, il n'y a aucun d'entre nous sur ce webinaire qui n'a pas une donnée personnelle qui n'a pas fuité. C'est hautement improbable. Et l'origine de la fuite, c'est pas un email qui est parti parce qu'on s'est trompé, c'est essentiellement du piratage d'après la CNIL. Donc, quand j'entends des entreprises en France qui disent « Oh, nous, on est une petite PME planquée au fin fond de notre département, il n'y a aucune raison qu'on se fasse attaquer », là, c'est la démonstration que si, justement. Et de toute manière, dès lors que vous avez une connexion sur l'extérieur, vous n'êtes plus au fin fond d'un département quelque part. Vous êtes sur Internet, vous êtes au même niveau que Singapour ou que un centre commercial de New York. Hein. Il n'y a pas de différence pour les pirates, si ce n'est le drapeau de l'État. Donc, vous avez dû voir comme moi pas mal d'articles, parce que les médias ont commencé à s'en emparer, à remarquer que, tiens, c'est bizarre, mais les entreprises françaises, elles sont un petit peu à la ramasse en termes de sécurité. Donc, il y a eu pas mal d'articles à ce sujet. Et il y a eu quelque chose qui m'intéressait pas mal, c'est un rapport d'un think tank français, qui est l'Institut Montaigne, qui est en ligne. Donc, je vous recommande d'aller faire un petit tour pour le lire. Je vous le résume à ma façon ici. Grosso modo, ils ont étudié un scénario où la France est militairement attaquée informatiquement. Scénario qui est probablement le plus réaliste du moment, puisque il y a même un homme politique qui le disait récemment dans une vidéo. Il disait le jour où il y a la guerre, ça va pas commencer par des chars qui débarquent sur la plage comme c'était d'antan. Ça va commencer par des cyberattaques et tous nos systèmes seront attaqués. Alors on a en France des prérequis spécifiques pour tout ce qui est vital, les organismes vitaux d'État, mais ce que dit l'Institut Montaigne, c'est que la problématique, c'est que les PME ne tiendraient pas ce type d'attaque et que les PME représentent 73% des emplois en France. Donc, au-delà de perdre cette guerre militaire, du point de vue des PME françaises, ça serait une crise sociétale colossale. Donc, quelque part, sécuriser une entreprise ou monter le niveau de sécurité de votre entreprise, c'est quelque part du patriotisme. Mon expérience personnelle corrobore ça. Malheureusement, quand bien même l'investissement de Firewall est là, il n'y a pas forcément l'investissement de temps pour que la politique de sécurité soit au bon niveau. Et on passe notre temps, et on l'a fait beaucoup là pendant le confinement, on en a profité parce qu'il y avait des gens qui avaient du temps à faire des sessions ouvertes pour aider sur des configs, pour donner plein de tuyaux pour monter le niveau de sécurité, parce que c'est pas parce que vous avez fait un investissement matériel dans un firewall, dans un antivirus, dans un EDR, dans tout ce genre de choses, que c'est bien mis en œuvre. Parce que bien souvent, ce sont des contraintes et du travail et du temps de vérification, et que c'est pas toujours mis en œuvre. Alors, comme j'aime bien faire Madame Irma, j'avais parlé dans le chat et la souris de Loki. Donc, si vous faisiez de l'informatique en 2016 et que vous n'avez pas vu Loki, c'est que vous deviez vivre dans une cave, parce que c'est le ransomware qui a vraiment fait le plus de dégâts sur 2016. Et dans le chat et la souris 1, j'expliquais qu'il y a ce jeu du chat et de la souris dans les mécanismes de phishing, c'est-à-dire que initialement Loki
avait été propagé par un mail en anglais. Donc un mail en anglais, tout le monde le lit pas, tout le monde le considère pas, donc le taux de clic est relativement bas, et que pour le coup, pour monter ce niveau-là, et pour que la souris aille un peu plus vite, ils avaient fait ce fameux mail que vous connaissez sans doute, qui est un faux mail free, qui avait fait des ravages. Et dans toutes les présentations que j'ai faites, il y a toujours quelqu'un qui me demandait, mais je comprends pas pourquoi il y a des fautes en fait. Pourquoi ils corrigent pas, pourquoi ils font pas quelque chose de plus chiadé qui fonctionnerait forcément mieux. Et là, si on relit le message, effectivement, c'est blindé de fautes. Il y a même pas la monnaie du montant. Il y a des mots qui manquent, il y a des fautes d'orthographe. Ils sont, passez-moi l'expression, mais ils ne sont pas fait chier. Et du coup, bien souvent, on comprend pas ça. Or, c'est un élément crucial pour comprendre comment se joue ce jeu du chat et de la souris. Si la souris elle va trop vite et qu'elle part de l'angle de vue du chat, le chat va changer complètement de stratégie. Les pirates n'ont pas intérêt à évoluer d'un coup trop vite. Ils ont intérêt à évoluer par des petits pas. Juste ce qu'il faut pour avoir un pas d'avance sur le chat. Et justement, c'est ça ce jeu du chat et de la souris. Il ne faut pas leur laisser faire ce pas. Mais c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc si ils habituent les utilisateurs à ce que l'email soit déjà parfait, ils dressent les façons de s'apercevoir que les mails sont faux à un niveau qui est plus compliqué pour eux. Alors qu'ils n'en avaient pas encore besoin à ce stade. Les gens n'étaient pas habitués à recevoir des mails avec des ransomware. La plupart des gens ne faisaient pas attention, et puis de toute manière, ils avaient juste besoin d'un certain taux dans les entreprises de gens qui se fassent avoir pour pouvoir ensuite demander les rançons, et que ça convenait très très bien à leurs besoins. Pourquoi aller faire plus? Pourquoi aller habituer un utilisateur à être sur ses gardes sur des trucs mieux faits? Aucune raison. C'est contre-productif pour eux, ils vont devoir y passer plus de temps, c'est pas rentable. Donc, ils font ce que j'appelle cette politique des petits pas de la souris, pour toujours avoir un petit peu d'avance, mais pas trop, parce que sinon c'est du gâchis. C'est du gâchis, ils auront gâché l'étape qu'ils peuvent faire après à la faire trop tôt. Donc ils se laissent de la latitude, ils se laissent de la marge. En revanche, j'avais dit à cette époque, vous en faites pas, un jour ou l'autre, ces mails seront sans faute d'orthographe, parfaits, avec des jolis graphismes et tout ce qui va bien. En 2018, on a eu, août 2018, on a eu ce mail qui était un retour de Loki, alors qui a moins bien marché en termes d'efficacité, Loki, parce que le mécanisme était un peu plus connu des éditeurs antivirus et des éditeurs de firewall, donc on l'a bloqué relativement facilement. Mais alors je suis pas super doué en dictée, mais j'ai pas trouvé de faute et c'est déjà beaucoup plus propre. Donc vous voyez comment dans le temps ça évolue. Et je pense que vous avez tous reçu récemment des choses parfaites graphiquement sur le Covid, avec des fausses ventes de masques, des fausses donations, tout ce qui va bien. Donc vous voyez qu'on est arrivé au stade où pour prendre à défaut un utilisateur, il faut que ça soit un peu plus parfait. Les faux comptes Netflix qu'on vous promet, on en a vu quelques-uns. Donc, Madame Irma. Alors, il arrive que le chat soit plus rapide que la souris, ça arrive quand même. Petite expérience personnelle, j'ai reçu ça. Je vous laisse le lire. Alors, on ne comprend ce mail que si on sait qui est Prakash Panjwani. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. En fait, c'est mon boss, c'est mon super boss, c'est le boss de la boîte de WatchGuard. Il se trouve que j'ai reçu ça dans mon Outlook et que Outlook m'a prévenu que ça venait de l'extérieur et que c'était probablement pas mon chef. Effectivement, c'était pas mon chef. Donc, fort heureusement, on a parfois des outils qui sont comme il faut. Si on les met en place, c'est qu'on les configure comme il faut. Bon, ça c'est pour le côté optimiste des choses. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'il y aura toujours une arnaque. Même la RGPD qui se veut justement résoudre tout un problème de sécurité autour des données à caractère personnel a été elle-même exploitée pour en faire une attaque. Et vous pouvez aller voir sur le site de la CNIL, ils en parlent encore, des gens qui ont utilisé la RGPD pour arnaquer des gens de différents
différentes manières. Moi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et j'en ai constaté des vertes et des pas mûres. Ça va de l'argument commercial fallacieux à carrément la menace de prévenir la CNIL, voire l'usurpation d'identité de la CNIL vis-à-vis de clients en disant à une entreprise: bonjour, on est la CNIL, on a quelques questions à vous poser pour vérifier votre conformité, alors que la CNIL ne faisait pas ça. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui arrivait qui proposait une solution en termes d'architecture, et l'entreprise un peu en panique passait la commande. Donc j'ai vu des choses pas propres, il y en a eu beaucoup. On pourrait se dire, bon, pas grave, il y a quand même des mécanismes maintenant qui arrivent, comme la biométrie, où on va pouvoir vraiment avoir des mécanismes de sécurité parfaits. Sachez qu'il n'y aura jamais de perfection, c'est une question du jeu du chat et de la souris. Par exemple, dans les systèmes biométriques, on pense bien entendu aux empreintes. J'aime bien ce petit cas du V de la victoire avec les doigts, parce qu'il est tellement représentatif du jeu du chat et de la souris. C'est que les photos ont tellement de résolution maintenant, avec la technologie photographique et la technologie d'impression et de résolution sur les écrans est tellement avancée qu'on a suffisamment de résolution pour pouvoir récupérer l'empreinte et la reproduire et utiliser le système biométrique qui va avec. Donc il y a d'ailleurs débat là-dessus maintenant sur le Face ID. Et c'est bien une question de où est la technologie de détection par rapport à la technologie de parade. Donc on est bien sur ce jeu du chat et de la souris une fois de plus. C'est pas parce que c'est de la biométrie que ça va être différent. Alors il y a des gens qui disent: oh là là, on s'est fait voler nos empreintes, on ne pourra plus jamais utiliser sérieusement un système biométrique. Bah, ça dépend de la résolution du système, en fait. Ça dépend du référentiel qu'on se donne. Tout est question de référentiel. Donc bon, faut pas être en panique. Et puis il n'y aura jamais de sécurité à 100% parce qu'il y a une partie des attaques qui sont faites, qui sont des attaques d'ingénierie sociale. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. D'ailleurs, je pense que je ferai un webinaire dédié sur le sujet de l'ingénierie sociale. Mais petite recommandation, allez lire ces bouquins-là, surtout celui du milieu, qui est son premier, donc l'art de la supercherie en français, de Kevin Mitnick, qui est un pirate historique. Si vous ne savez pas qui est Kevin Mitnick, pareil, allez voir. Il faut connaître ce monsieur qui aujourd'hui est un hacker du bon côté de la barrière, mais qui ne l'était pas à l'époque. Un pirate célèbre, un petit peu mon héros, vu comment il a développé et théorisé le système d'ingénierie sociale. Alors, est-ce que j'ai perdu tout le monde? Non, vous êtes encore avec moi. Bien, parfait. Alors, juste pour info, hein, je regarde un petit peu l'heure. Sachez que je vais déborder. Je suis très bavard sur cette présentation. La vidéo est enregistrée. Je suis en train de m'enregistrer, donc de toute manière, je la mettrai sur YouTube, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube WatchGuard France. Donc, si vous avez besoin de partir avant la fin, sachez que vous ne louperez rien, c'est enregistré et vous pourrez voir la suite. Pour ceux qui restent avec moi, bah, tant mieux. Je ne sais pas exactement quand je vais finir, parce qu'il y a des sujets, je vais commencer à aborder des sujets un petit peu plus tendus, notamment quand je vais parler d'intelligence artificielle. Expliquer l'intelligence artificielle quand on n'est pas un spécialiste, c'est compliqué. Dans le chat et la souris, hein, j'avais parlé de Mirai, donc qui est un botnet qui utilisait des caméras pour ensuite faire du déni de service vers différents acteurs, et notamment des hébergeurs et des opérateurs à l'époque. Et Mirai avait servi à attaquer OVH en envoyant un trafic colossal pour essayer d'empêcher OVH de travailler. Alors ça n'a jamais été dévoilé, ou en tout cas je ne l'ai pas vu, mais probablement quand quelqu'un fait ce genre de déni de service sur un acteur comme OVH, il y a sans doute une demande de rançon qui est envoyée en parallèle. Il se trouve que les auteurs du botnet ont été démasqués. Alors eux, ils ont quand même
malgré leur intelligence qu'il aura fallu d'avoir pour créer Mirai, le fait d'être des universitaires américains qui font qui font une attaque à partir des États-Unis, comment dire que c'était pas forcément le plus malin à faire. Les Américains sont assez tatillons là-dessus. Et du coup, ben, là, ils sont pas en prison, mais ils doivent aider le FBI sur certaines choses pour éviter d'y aller. Hein. Vous savez que certains États aiment bien faire ça plutôt que de mettre des gens qui sont plutôt bons dans leur domaine en prison pour les empêcher de nuire. C'est de les utiliser pour eux. C'est pas la première fois que les Américains font ça, mais voilà. Alors, pour le coup, des gens qui ont fait un autre truc, d'ailleurs j'en ai parlé mercredi en avant-première dans le webinaire télétravail, mais c'est des gens qui ont fait SamSam. Donc il y a un ransomware un peu particulier puisque je n'utilise pas de phishing comme la majorité des ransomware qui se propagent, mais il va se propager en fait par les failles RDP. Alors soit par des failles, soit par du brute force RDP, ce qui leur permet donc de prendre l'accès sur le bureau, de déposer le ransomware, de le déclencher et ensuite de demander la rançon. Donc ils ont fait beaucoup d'argent, 6 millions de dollars, et ils ont causé beaucoup de dommages, 30 millions de dollars. Donc ils sont forcément recherchés par le FBI. Sauf que ça fait un moment qu'ils sévissent et ils sont toujours pas arrêtés. Alors ça s'est un peu calmé, mais on sait pas particulièrement pourquoi. Mais en tout cas, ils sont pas arrêtés parce qu'ils sont tout simplement iraniens. Et que là, on commence à toucher du doigt le fait que oui, quand il y a des attaques comme ça venant de certains pays, il y a certains qu'on peut empêcher, mais il y a certains pays où ça va être compliqué, à moins d'y aller, de les trouver. Donc l'Iran, c'est le cas. Il y a d'autres pays, on va voir. Je vais vous parler de la suite de WannaCry, donc la suite de ce que j'avais mis dans le shell à souris 1 sur WannaCry. Vous allez voir que c'est un peu la même problématique. Le son est toujours bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens il y a une personne qui a des coupures? Ok, super, merci. Alors justement, où est-ce qu'on en est avec WannaCry? Je ne sais pas si vous avez suivi, si ceux qui avaient vu le chat et souris 1 ont vu se passer la suite. Mais je voulais vous raconter la suite parce que je trouvais intéressant cette histoire. C'est un peu une saga pour moi révélatrice sur le monde de la sécurité. Et donc j'en parlais dans le chat et souris 1 en expliquant que WannaCry s'était arrêté au bout de 2 jours parce qu'il y avait quelqu'un qui travaille dans la sécurité qui avait réussi à l'arrêter en remarquant que dans le code de WannaCry, des requêtes étaient envoyées à un nom de domaine et que ce nom de domaine n'existait pas. Donc il avait trouvé ça curieux, il avait acheté le nom de domaine, il avait publié, il avait mis un serveur qui avait répondu à ce domaine et le fait d'avoir fait ça avait stoppé WannaCry brutalement dans le monde entier. Donc il y avait un certain nombre d'hypothèses sur le pourquoi de l'existence de ce nom de domaine qui était checké. Il y avait une hypothèse qui était que c'était un anti sandbox et il y a d'autres hypothèses sur le fait que c'est alors le nom qui a été communément utilisé pour décrire ce nom de domaine qu'on a qui a été déclaré, qui a stoppé l'attaque, s'appelle un kill switch, donc un interrupteur pour stopper la propagation et l'activation du malware. Cet arrêt de propagation du malware s'est fait au moment où ça a commencé à toucher très sévèrement les hôpitaux anglais. Et donc je jouais avec ça dans le chat à la souris. Vous verrez, je fais mon complotiste et je vais me permettre de le refaire encore aujourd'hui parce que ça sert mon propos, pas parce que je le suis, mais voilà. Alors où on en est? Tout simplement, on a trouvé. Enfin, quand je dis on, l'État américain a trouvé qui est à l'origine de WannaCry, avec l'explication que vous avez là, que je ne vais pas tenter de vous expliquer. Hein. Vous voyez la structure du mail qui est remonté pour trouver le mail de la personne d'origine qui serait donc un des responsables de l'écriture et de la propagation de WannaCry.
Et le problème, c'est que c'est un Coréen du Nord. Une fois de plus, comme pour nos amis iraniens, ça va être compliqué d'aller leur dire bonjour et de leur mettre les menottes. Donc ça, c'est l'explication des Américains sur WannaCry, et ça, la personne en question là dont vous voyez la photo fait partie d'un groupe de sécurité assez connu qui serait également responsable des attaques qu'il y avait eu sur Sony, sur la Banque du Bangladesh, sur Lockheed Martin, donc ce type d'attaque. Donc ça paraît pas nécessairement incohérent. Et donc le département de la justice américaine a rédigé ce qui va bien pour rechercher cette personne. Bon, elle est en Corée du Nord, donc ça ne sert pas à grand chose, mais ils le font quand même. Donc ça, c'est les preuves américaines. Et vous savez, quand les Américains ont des preuves, c'est forcément toujours valide et de l'information sûre. Je dis ça, je vous rappelle que je travaille pour une boîte américaine, hein, donc, mais bon. Alors, si vous ne voyez pas l'allusion de cette photo, il s'agit de Colin Powell qui avait expliqué lors de la guerre en Irak qu'ils avaient les preuves que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. Il avait montré une petite fiole en plus à la télé, enfin tout ce qui va bien, et il a été démontré, lui-même l'a reconnu, que en fait c'était absolument faux. Ils n'avaient pas les preuves à l'époque, mais ils avaient besoin de déclencher la guerre contre l'Irak et d'avoir la communauté avec eux, et donc ils l'ont fait pour ça. Donc c'était un petit cynisme par rapport à ça quand les Américains disaient avoir des preuves, d'autant que j'aime bien regarder les faits dans ce genre de situation, et j'en avais déjà parlé dans le chat sourien, j'avais déjà dit, mais WannaCry, c'est quand même bizarre, c'est que quand on regarde la carte de propagation de WannaCry, alors on peut être mauvais en géographie, hein, mais si on met ça sous forme de tableau, on se rend compte que donc sur la première vague, en tout cas, après ça s'est modifié, mais sur la première vague, les plus touchés étaient la Fédération de Russie. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau en géopolitique, mais les Coréens du Nord qui attaquent les Russes, je ne sais pas vous, moi je ne sais pas, ça me fait bizarre, les Coréens du Nord qui attaquent la Russie. Sachez que les Américains ont une réponse à ça, qui est officielle. La réponse des Américains vis-à-vis de ça, tenez-vous bien, c'est oui, mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Eh bien parce que les administrateurs informatiques russes sont des gens qui sont très peu payés. Comme ils sont très peu payés, c'est des gens qui sont très peu compétents. Comme ils sont très peu compétents, c'est des gens qui ne patchent pas les systèmes en Russie. Et comme les systèmes en Russie sont mal patchés, eh bien, ils ont forcément été touchés beaucoup plus par WannaCry, puisque effectivement, c'est une faille qui pouvait être empêchée tout simplement par un patch Windows. Donc voilà la raison officielle, l'explication officielle des Américains sur le fait qu'eux ont été relativement peu touchés, et par contre les Russes si. Bon, vous en croirez ce que vous voulez. Depuis, on sait qui a permis de bloquer WannaCry. On a le nom de la personne qui s'appelle Marcus Hutchins. On a également la société pour laquelle il travaillait. On a pas mal de choses. Alors qu'à l'époque, il voulait pas. Hein, il voulait pas qu'il y ait sa photo. Il voulait pas dire son nom. Donc, il voulait rester dans l'anonymat. Alors que grosso modo, il avait joué le super-héros. Il avait sauvé la planète. Alors, on a retrouvé sa photo. Qui est ah pardon, c'est pas celle-là, ça c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est quelqu'un d'autre. Voilà sa photo. Marcus Hutchins donc ressemble à ça, et peu de temps après, il ressemblait un peu plus à ça. Pour une raison assez simple, c'est que un peu comme Kevin Mitnick, quand il a trouvé le kill switch, il travaillait pour une boîte de sécurité donc qui protège des attaques. En revanche, dans son passé était un peu plus sombre. Il avait vaguement aidé à créer un malware qui a vaguement attaqué des banques. Bon. Donc, il avait joué à l'attaque de la diligence dans sa jeunesse, et du coup, il s'est retrouvé avec un procès des Américains également. Il était assigné à résidence avec bracelet électronique, etc. D'ailleurs, c'est assez sympathique si vous allez voir sur son Twitter. Il s'appelle MalwareTech. Vous allez voir son Twitter, vous voyez les commentaires qu'il faisait sur les bracelets électroniques, le fait que la technologie était pourrie, que les batteries tenaient pas. Enfin bon, c'était assez drôle.
Son procès a eu lieu depuis, je ne l'ai pas mis dans les présentations, mais j'en profite puisque cet épisode est terminé de la saga. Son procès a eu lieu. Allez voir le jugement, il est hyper intéressant, puisque finalement il a été relâché. Le juge a considéré que, vu l'apport qu'il a eu à stopper WannaCry, la petite goutte d'eau qui était son aide à la création d'un malware dans sa jeunesse pouvait être oubliée. Donc il a été pardonné, entre guillemets. Donc du coup aujourd'hui il est libre. Il est libre, sauf que on fait quoi du kill switch? On fait quoi de cette machine qui a fait en sorte que tous les WannaCry installés se sont arrêtés? Alors vous allez me dire, bon, depuis les machines elles ont été nettoyées, patchées, tout ce qui va bien, donc on s'en fiche. À votre avis? Pensez que les machines elles ont été nettoyées? Bah, elles n'étaient pas plus à l'époque, elles ne le sont pas plus maintenant. Et en fait, la société justement de Marcus Hutchins à l'époque, Cryptos Logic, reçoit encore toutes ces connexions puisque le serveur est en place. Et donc elle sait pertinemment, et puis elle publie ces chiffres, donc ça n'a rien de secret, c'est public, qu'il y a encore des centaines de milliers de machines qui sont infectées par WannaCry. Imaginez. Pour le coup, vu qu'il y a des centaines de milliers de machines qui sont infectées et qui se connectent à ce kill switch, si on déconnecte le kill switch, si on l'éteint, eh bien WannaCry va repartir sur ces machines. Donc ça va déclencher la demande de rançon, le chiffrement des postes, etc. Enfin, dans le bon ordre, le chiffrement des postes, puis demande de rançon. Donc du coup, Cryptos Logic est obligé de maintenir ce kill switch en l'état, voire même on va le voir juste après, de le protéger. Du coup, on a les stats de répartition par pays des machines qui ont WannaCry et qui ne sont pas patchées et qui se mettraient à être chiffrées si jamais le kill switch était éteint. Et bon, vous l'avez là sous les yeux, vous pouvez chercher les États-Unis, vous ne trouverez pas. Là, le principal pays infecté, c'est la Chine. Et alors pareil, je suis toujours pas meilleur en géopolitique que tout à l'heure, mais la Corée du Nord qui s'en prendrait à la Chine, j'ai encore beaucoup de mal à l'avaler. Bon, bref. Maintenant, mettez-vous à la place d'un pirate. Imaginez que vous fassiez tomber le kill switch. Imaginez l'effet que ça aura. Bah, vous feriez repartir WannaCry sur ces centaines de milliers de machines qui sont infectées. Donc vous comprenez bien pourquoi Cryptos Logic est obligé non seulement de le protéger, mais en fait ils ont été obligés. Alors d'ailleurs je vous ai mis là ici le nom du kill switch, le nom de domaine du kill switch. Donc si vous voulez vous amuser à l'attaquer, vous pouvez essayer. Alors faites gaffe, il est monitoré quand même. Non seulement ça, mais Cryptos Logic a été obligé de s'associer avec Cloudflare pour protéger des attaques de déni de service le kill switch parce qu'il y en a eu. Donc vous voyez ce jeu, cette saga WannaCry qui n'en finit pas de faire des suites. Je trouve ça intéressant parce que ça illustre aussi ce jeu du chat et de la souris et ce à quoi un pirate peut penser pour faire le mal. Juste pour finir sur cette histoire de WannaCry et après on passera à l'intelligence artificielle. Quand j'ai fait ma présentation, je me suis dit mais Cryptos c'est écrit bizarrement avec un K, tout ça, ça me parle ce truc. Le nom me parle avec Cryptos. Alors je sais pas vous si ça vous parle. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un monument qui s'appelait Cryptos sur la planète, qui ressemblait à ça, avec 3 volets de texte chiffrés, dont 2 ont été déchiffrés jusqu'à présent. Il y en a un qui n'est pas encore chiffré. Donc, c'est en fait un monument connu qui s'appelle Cryptos. Je me dis, tiens, c'est marrant la coïncidence. Savez-vous où se trouve ce monument? Petite question. Enfin, faire un petit test pour les gens qui sont encore avec moi et que je n'ai pas endormi ou que je n'ai pas perdu. À votre avis, où se trouve ce monument? Je vous ai mis la photo, ça devrait vous aider. En Europe? Non, c'est pas en Europe. Aux USA? Oui, vous vous rapprochez, ça chauffe. Il va falloir être un peu plus précis quand même, parce que sinon c'est pas drôle. il y en a qui ont Wikipédia sous la main, hein, ça se voit. Effectivement, ce monument se trouve à Langley, en Virginie, devant le siège de la CIA. Alors, si j'étais complotiste,
hein, il y aurait des coïncidences un peu curieuses à mettre en rapport. Cryptos Logic qui protège. Enfin bon, bref, je vous laisse imaginer ce qu'on peut comploter avec ce type de coïncidence. Pour ma part, je suis pas du tout complotiste, mais ça m'amuse pour une raison simple, c'est que ça permet de mettre en évidence que toutes les saloperies qu'on est capable de faire, que des États sont capables de faire, peu importe, hein, il n'y en a pas un pour acheter l'autre à ma connaissance, tout ça, ce jeu-là se déroule également dans le cybermonde. Donc, des fausses accusations de c'est un tel qui a fait telle attaque sur machin, des choses qui pourraient être dans la diplomatie réelle se jouent également avec le monde de l'Internet et avec ce qui s'y passe. On l'a vu de plein d'exemples avec les votes, avec les trolls, avec tous ces trucs-là. Et là, on le voit encore avec cet exemple de WannaCry. Est-ce que ce sont vraiment les Coréens du Nord qui ont fait WannaCry? Peut-être qu'on le saura et peut-être que c'était eux, mais peut-être pas. Mais en tout cas, attendez-vous à ce que les mêmes techniques en termes de diplomatie, de manipulation, de fausse communication s'adaptent également à tout ce qu'on voit et qui se passe dans le monde de la cybersécurité. C'est un peu mon propos. C'est pas d'être complotiste, même si vous avouerez que la coïncidence du Cryptos et du Cryptos Logic est un peu curieuse, mais à ce stade, ça n'en reste qu'une coïncidence. Allez, passons au dernier module. Accrochez-vous bien parce que c'est le plus compliqué et c'est peut-être celui sur lequel c'est plus dur à faire parce qu'on va parler d'intelligence artificielle. Alors, s'il y a des experts d'intelligence artificielle dans la salle, j'espère que vous me pardonnerez. Je n'en suis pas un, mais j'ai un peu potassé le sujet pour essayer de vous livrer ce que moi j'en ai compris. Un des enseignements qu'on a eu pendant WannaCry, c'était que Marcus Hutchins, il a étudié le code. Il a vu que dans le code, il y avait un nom de domaine, que ce nom de domaine n'existait pas. Donc, du coup, il a pu étudier la chose. Maintenant, imaginez que le code d'un malware soit plus accessible aussi facilement. C'est ce qu'ont démontré un certain nombre de chercheurs, 3 pour être exact, et qui sont des chercheurs d'IBM qui ont fait un module qui s'appelle DeepLocker, qui n'est pas un malware en tant que tel, c'est ce qu'on appelle une proof of concept, qu'ils ont fait un faux malware pour montrer qu'ils pouvaient le faire. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et pour montrer qu'ils pouvaient utiliser l'intelligence artificielle pour rendre incompréhensible la décision du malware à quelqu'un qui regarde juste le code en fait. Parce que, et je vais vous l'expliquer après, dans le mécanisme d'intelligence artificielle, il y a une notion d'apprentissage et que quand il y a un apprentissage qui se fait, la manière dont l'intelligence artificielle a appris devient en quelque sorte une boîte noire. Donc ils ont montré qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'évasion assez simplement. D'ailleurs, je suis hyper jaloux. Je vous recommanderais d'aller voir une vidéo du chercheur, enfin des 3 chercheurs, même si c'est le chercheur en chef qui parle uniquement, une interview par ZDNet de ces chercheurs d'IBM. Si vous tapez ZDNet, intelligence artificielle IBM, vous allez trouver l'interview en vidéo. Ou au pire, je vous enverrai le lien si vous m'envoyez un petit mail. Elle est hyper intéressante. Et surtout, ce chercheur-là arrive à résumer le jeu du chat et de la souris en l'espace de 3 phrases. En 3 phrases, il résume 50 ans d'informatique en expliquant comment le jeu du chat et de la souris s'est fait sur les attaques, avec les virus, l'antivirus, les virus qui ont morphé, il a fallu s'y faire aussi, le packing, il a fallu dépacker, les sandbox, il a fallu les attaques ensuite ont fait de l'évasion de sandbox. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle technique, c'est de l'intelligence artificielle pour pouvoir masquer les actions des malwares et que c'est juste la suite logique du jeu du chat et de la souris sur les virus. Donc ils le font 10 fois mieux que moi, c'est en ça que je suis jaloux. Ils utilisent l'expression du jeu du chat et de la souris, donc c'est ça qui est drôle. Donc voilà, je vous recommande cette petite interview sympathique où pour le coup ils ont un peu modifié leur malware pour l'occasion, puisque en fait c'est un malware qui se déclenche dès lors que
apparaît à la caméra du PC sur lequel le malware se trouve uniquement quand il y a une reconnaissance faciale de la tête de la journaliste. Imaginez, vous mettez ça dans une sandbox, jamais le critère n'intervient qui fera que du coup le malware va se déclencher, puisqu'il n'y aura pas à la caméra la tête de la journaliste. Donc ils ont vraiment montré ça et ils l'ont adapté, donc c'est assez drôle au contexte de l'interview. Ok, donc quelques personnes qui quittent. Pour rappel, il y aura la vidéo sur YouTube. Pour essayer d'expliquer un petit peu l'intelligence artificielle, alors peut-être que vous connaissez tous et que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je vous propose un petit exercice en ce vendredi après-midi pour essayer de mieux saisir le concept. Donc je vous ai mis un petit exercice et je vous propose d'essayer de le résoudre et de me donner le résultat dans l'interface de questions-réponses. Vous allez voir où je veux en venir. Donc là, on a 4 exemples. Et on vous demande de deviner quelle est la réponse du 5e exemple. Donc, c'est des trucs que vous voyez régulièrement sur les LinkedIn, Facebook, vous faites ça en 2 minutes, donc là vous allez me donner le résultat et vous allez m'expliquer pourquoi. Peut-être, éventuellement, s'il y en a quelques-uns qui sont motivés. Non, personne? Allez, lancez-vous, vous avez une chance sur 2. 0, alors non, ça n'est pas 0. 1, oui, c'est 1, puisque c'est pas 0. Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est 1. Première colonne, tout à fait. Et donc, nous avons un gagnant. Si vous regardez la toute première colonne et vous regardez la sortie, vous voyez que la sortie est égale à la première colonne. Et donc, effectivement, vous avez trouvé la bonne réponse et surtout, vous avez trouvé le moyen d'arriver à la bonne réponse. Et ce que vous venez de faire, c'est de l'intelligence. Vous avez réfléchi. On ne vous a pas donné la règle, vous l'avez trouvé tout seul. C'est ce qu'on va chercher à faire en intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous dites à un programme, en fait, la réponse, c'est la première colonne, tu mets la même chose en réponse, ça, vous n'avez pas fait faire de l'intelligence artificielle à un ordinateur. Vous lui avez donné un algorithme, il a appliqué l'algorithme, c'est absolument pas de l'intelligence artificielle. En revanche, si vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire vous donnez l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3, l'exemple 4, et que l'ordinateur vous sort la 1, là, il aura compris à partir de ces exemples, il aura appris. C'est ce qu'on appelle justement du machine learning, de l'apprentissage machine. De la même manière que vous, il aura appris comment trouver le résultat. Alors, il se trouve que si vous faites ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que 4 exemples pour une machine à ce stade de la connaissance de l'intelligence artificielle, ça ne suffit pas. Il va falloir donner beaucoup plus d'exemples. Il y en a plein qu'on n'a pas donné là. On n'en a donné qu'une partie. Et aujourd'hui, pour coder un mécanisme d'intelligence artificielle qui résout ce problème-là, en fait, en langage Python, qui est un des langages pour écrire de l'intelligence artificielle, ça prend 9 lignes. 9 lignes seulement. Et si vous ne connaissez pas le Python, ce qui est bien, c'est que vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut sur Internet pour vous apprendre à coder en Python et à faire de l'intelligence artificielle. Je pense que si Alan Turing, on lui avait expliqué que pour faire de l'intelligence artificielle, il suffisait de faire du Python et 9 lignes. Alors, c'est parce que c'était que du Python, hein, ça reste complètement anachronique ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il se retournerait dans la tombe de voir que c'est si simple à notre stade de faire de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, aux dernières conférences de sécurité qu'on a pu voir, il y a de plus en plus de groupes de hackers, pas hackers au sens pirate, malicieux, hein, hackers au sens générique du mot, c'est-à-dire qui aiment la technologie, qui fouillent la technologie, qui la creusent. Il y avait énormément de hackers qui venaient avec des moteurs d'intelligence artificielle en disant moi, je n'y comprends rien à l'intelligence artificielle, je suis nul en maths, par contre, j'ai tous les outils qu'il me faut et j'ai fait un moteur d'intelligence qui fait ci, qui fait ça, etc. Et du coup, on est arrivé à un stade où les outils sont tellement développés qu'on n'a plus besoin de la maîtrise des fondamentaux pour arriver à faire des résultats de folie. Alors là, c'est un truc tout bête, hein, vraiment juste pour vous faire comprendre, mais voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, au final, c'est quoi? C'est un apprentissage automatique en vue de simuler les capacités de l'intelligence humaine. On l'utilise couramment dans notre vie de tous les jours maintenant, dans les jeux, il y en a plein. Vous savez qu'à ce stade,
le meilleur des humains n'arrive pas à battre un ordinateur aux échecs, et c'est arrivé au Go il n'y a pas longtemps. Go, qui est un jeu beaucoup plus complexe, où on pensait que l'humain avait encore des décennies d'avance avec son cerveau pour battre des machines. Bah, ça y est, c'est fini. On l'utilise pour faire de la reconnaissance d'images ou de paroles, de la reconnaissance de scène, faire de la traduction, du pilotage autonome, comprendre vos goûts, vos comportements sur Internet, on en reparlera rapidement, ou même faire du dépistage médical. Donc on l'utilise pour plein de choses, y compris des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Là, j'ai vu récemment, hein, ça date d'il y a quelques jours, un moteur d'intelligence artificielle qui est capable de faire la différence entre des matières dans la terre qui ont été retrouvées, des anciennes matières, et faire la différence entre un caca de chien et un caca d'humain. Donc vous voyez qu'on en fait vraiment n'importe quoi maintenant de l'intelligence artificielle, et que c'est tellement facile qu'on est capable de l'utiliser pour des trucs débiles. Peut-être que c'est pas débile d'ailleurs, peut-être qu'il y a un intérêt, mais je ne l'ai pas vu. Et donc au final, comment on fait ça? Eh bien, en fait, on essaie de simuler le réseau de neurones des humains, et on construit ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiel. Alors on est parti sur des réseaux de neurones tout simples, hein, si vous avez regardé un peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Et en fait, chaque neurone est un peu comme un potentiomètre que vous tournez pour adapter et arriver à faire en sorte que, en fonction de toutes les entrées que vous donnez, les sorties soient bonnes. Comme dans notre exemple de mathématiques. Sauf que les réseaux de neurones à ce stade, pour faire des choses compliquées, on commence à avoir des milliers, des dizaines de milliers de neurones. On en a beaucoup plus dans notre cerveau. On n'est pas encore au niveau des réseaux de neurones artificiels, sont encore loin d'avoir la complexité du cerveau, mais c'est vraiment qu'une question de temps et de capacité. Faut faire la distinction entre machine learning et deep learning. Machine learning, c'est vraiment l'apprentissage. Le deep learning, on va un cran après. Machine learning, il faut quand même un humain qui explique à l'ordinateur ce qu'il doit voir. Deep learning, l'ordinateur se débrouille tout seul. Par exemple, vous prenez une photo de chat. Si vous dites, tiens, tu vas me trouver les chats, et les chats, ils ont 4 pattes, une queue, des moustaches et 2 oreilles, l'ordinateur va le faire. Ça, c'est du machine learning. Maintenant, si vous donnez encore plus de photos de chats et que vous lui dites, repère-moi ce que tu vois dedans, à un moment donné, il va étudier la chose, et il va trouver, il l'appellera pas forcément un chat, mais il va trouver comment isoler le chat des photos. Et ça, c'est le deep learning. Ce qui veut dire que à ce stade, on va pouvoir utiliser ce genre de choses, commencer à voir où je veux en venir, j'espère, par rapport à de la cybersécurité pour de la reconnaissance d'attaque. On le verra après. Mais pas que. Reconnaissance d'attaque, reconnaissance de virus, reconnaissance de choses comme ça. Ou, à l'inverse, parce que toute technologie peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, pour en faire des attaques. Alors, je vais prendre un petit exemple que j'aime bien, puisqu'il a été fait par Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un chercheur en intelligence artificielle qui est français. D'ailleurs, je vous recommande son dernier livre, Quand la machine apprend, qui réexplique très bien comment on fait de l'intelligence artificielle. Et puis, lui, il est à l'origine des thèses sur le deep learning, donc comment dire que c'est un ponte du sujet. Et dans les années 90, il avait fait ce petit moteur à partir de deep learning, où il arrivait à décrypter des écritures de chiffres. On va me dire, aujourd'hui, en 2020, ce genre de truc, c'est bateau. Ouais, c'est évident que les machines savent le faire. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était une nouveauté. Et à l'époque, quand les banques recevaient des chèques, il y avait des humains qui lisaient les chèques et qui essayaient de déchiffrer, de décrypter ce qui avait été écrit. Et donc, son moteur de deep learning, là, de reconnaissance des chiffres, justement sa première application industrielle, ça a été Crédit Mutuel de Bretagne, pour que des machines se mettent à recevoir et analyser les chèques pour savoir ce qui est écrit dessus. Donc, première utilisation. Yann Lequin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, est dans une
dans une grosse boîte qui fait beaucoup d'intelligence artificielle, et d'ailleurs c'est très intéressant de le voir de la sorte, puisque Yann Lequin est le responsable de l'intelligence artificielle, des moteurs d'intelligence artificielle chez Facebook. Donc c'est lui qui construit tous les moteurs qui analysent les données, vos données que vous mettez sur Facebook. Et pourquoi il y a de l'intelligence artificielle? Parce que le but du jeu, c'est qu'à partir de ces données, soit déterminer vos goûts, vos comportements, et qu'on puisse vous proposer en retour des services, des pubs, qui vont vous correspondre et qui vont matcher votre profil. C'est ça Facebook aujourd'hui. Facebook, c'est ni plus ni moins qu'une grosse machine qui récupère de la donnée, qui analyse et qui va vous vendre ou vous montrer ou vendre à d'autres des données vous concernant sur vos goûts et sur vos comportements. C'est le business model de Facebook. Donc ça, Facebook sans intelligence artificielle, ça fait pas d'argent, tout simplement. Alors c'est pas nouveau l'IA. L'IA, le mot intelligence artificielle, ça date de 1956. Ça a été théorisé même avant, même s'il n'en avait pas mis le nom, par Alan Turing. Alan Turing, c'est l'inventeur de l'ordinateur. C'est un Anglais qui a construit le premier ordinateur justement pour pouvoir déchiffrer les machines allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc a sauvé d'ailleurs beaucoup de gens grâce à ça. Et qui disait, si vous n'avez pas vu le film Imitation Game, je vous le recommande, et qui disait la seule manière de lutter contre un ordinateur, c'est un autre ordinateur, et le faire à la main, c'est peine perdue. Et d'ailleurs, Imitation Game est beaucoup axé autour de ça. Donc un film qui retrace la vie d'Alan Turing, je vous le recommande parce que vous permettra de comprendre pas mal de choses. Et en fait, on pourrait presque le paraphraser aujourd'hui en termes de cybersécurité, puisque la seule façon de lutter contre l'intelligence artificielle et une menace faite à partir d'intelligence artificielle, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et peut-être que vous voyez où je veux en venir, puisque quand WatchGuard sort un moteur d'intelligence artificielle dans la suite Total Security, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que les pirates ont eu accès à de la technologie et commencent à utiliser de la technologie qu'on va devoir nous aussi utiliser si on veut les parer. Sinon, la souris, elle va prendre quelques pas de plus. Vous voyez un peu le principe. Alors, pourquoi on parle de l'intelligence artificielle que maintenant? Tout simplement parce qu'il manquait deux choses pour que l'essor du deep learning puisse arriver. Il manquait de la puissance de calcul, et puis il manquait la disponibilité des données. Et là, en ce moment, on vous rabâche les oreilles avec le big data. En fait, le big data, ni plus ni moins pour l'intelligence artificielle, c'est son fuel. De l'intelligence artificielle sans données, ça donne rien. Et c'est pour ça que ça a stagné pendant des années. Là, ça ne stagne plus parce que, d'ailleurs, le premier essor du deep learning, c'était sur de la reconnaissance d'images, et ça fait un boom dès lors qu'il y a eu des millions d'images, de banques de données d'images qui ont été mises à disposition. Et donc, on voit bien ce rapport entre l'apport de données et l'efficacité en fait d'apprentissage. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce que cherche à faire le deep learning, c'est pas reproduire le cerveau humain tel qu'il est, mais reproduire comment le cerveau humain a appris. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'intelligence artificielle consistait, d'ailleurs il y a toujours des branches de l'intelligence artificielle qui le font, consistait à considérer qu'on veut reproduire le cerveau d'un adulte. En fait, le deep learning reproduit le cerveau d'un enfant. Et du coup, il apprend. Alors, il est un peu plus bête qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup plus de données qu'un enfant pour apprendre, mais rappelez-vous comment vous avez appris. Tenir une fourchette, la première fois, vous l'avez laissé tomber. Vous ne l'avez pas tenue dans le bon sens, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous teniez la fourchette comme il faut. Le deep learning, c'est ça. On apprend, et le moteur d'intelligence artificielle arrive à trouver le bon résultat à force d'affinage. Donc j'espère que ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et désolé s'il y a des spécialistes qui connaissent ça mieux que moi. On n'en est qu'au début des applications de l'IA en général, mais alors de l'IA à la cybercriminalité encore plus. On commence à le voir et on le voit dans toutes les conférences de hacking, mais imaginez des attaques aidées par de l'intelligence artificielle pour les trois sujets qui sont là dans le slide. Vous craftez un email à base d'intelligence artificielle et de données que vous avez sur l'utilisateur. Vous allez réussir à faire un truc qui soit customisé, beaucoup plus ciblé sur la personne, avec forcément donc un taux de clic qui va augmenter. Pouvoir faire muter des malwares pour contourner les antivirus. Ça, c'est déjà le cas, c'est déjà existant. C'est pour ça qu'on a des contres et des antivirus qui sont basés sur de l'IA pour contrer ce genre de mécanisme.
Imaginez une machine qui est capable d'apprendre à partir des vulnérabilités dont on a parlé en début de présentation et des bases qui sont sur les vulnérabilités, de savoir si elles ont été patchées ou pas encore patchées, et qui est capable de créer de nouvelles attaques à partir de ces bases-là. Croyez-moi, pour certaines personnes en cybersécurité, c'est terrifiant. D'ailleurs, ça a été utilisé par un petit logiciel que je mets là, PassGAN. C'est un logiciel qui se plug sur des outils de cracking connus. Vous savez que vous avez 2-3 outils de cracking de mots de passe qui sont utilisés un peu par tout le monde, John the Ripper, des choses comme ça. PassGAN, en fait, en utilisant les bases de mots de passe sur Internet, enfin sur le Darknet plus exactement, il y a des bases colossales qui ont fuité. D'ailleurs, il y en a une sur Zoom qui a fuité avec 500 000 mots de passe, mais il y a des bases de milliards de mots de passe sur le Darknet de vos vieux mots de passe, voire mots de passe actuels si vous ne les avez pas changés, qui sont là. Et donc, les chercheurs, en partant de ces bases de mots de passe et de comment les gens font des mots de passe, ont réussi à améliorer de plus de 50% l'efficacité des outils de cracking habituels. Pas 50% en temps, 50% en nombre de mots de passe découverts. Donc c'est vraiment important l'apport. Et comme ils le disent dans leurs études, ils en sont qu'au début. Ce sera probablement beaucoup plus efficace par la suite. Donc le big data sert vraiment énormément. Là, vous avez justement une base de mots de passe d'1,4 milliard d'identifiants qui avaient été découverts sur le Darknet. Et si vous avez un compte LinkedIn, rappelez-vous, il y a quelques années, en 2016, il y a plus de 100 millions de mots de passe qui ont été volés sur LinkedIn. Donc tout ça, c'est une mine d'or, c'est vraiment le fuel pour des moteurs d'intelligence artificielle, pour des moteurs qui vont crafter des mails de phishing, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, ce jeu du chat de la souris, nous, on doit le continuer. Donc vous, les partenaires WatchGuard, c'est pour ça qu'on fait la Total Security. C'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que à un moment donné, si on n'utilise pas les mêmes technologies dans le bon sens pour contrer les pirates, eh ben on laisse des pas d'avance à la souris et on n'y arrive plus. Donc le firewall sur WatchGuard, il est fait pour ça. Le fait qu'il y ait la Total Security et tous les services de sécurité, c'est vraiment pour garder le curseur de sécurité le plus haut possible vis-à-vis de ces nouvelles attaques qui se font en permanence. Et vous voyez là, tout ce dont j'ai parlé, ça a moins de 3 ans. C'est entre 2017 et aujourd'hui. Et il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Je pense qu'il y en a encore plein. Voilà. Donc, si vous voulez garder votre curseur le plus haut possible, vous devez jouer au jeu du chat et de la souris, vous protéger et continuer à rajouter de la technologie, continuer à améliorer vos politiques de sécurité. C'est pour ça que je prends le temps, trop de temps d'ailleurs, parce que j'ai largement débordé, pour expliquer ces mécanismes-là. C'est parce que si on ne les comprend pas, en fait, on a une sécurité qui va être statique et qui va baisser en termes d'efficacité. Voilà, j'étais un peu long. Voilà notre petit tour d'horizon de ces quelques dernières années des évolutions de la cybersécurité. Je pense pas que je ferai une version 3, même si, bon, peut-être, on sait jamais, mais je prépare une autre présentation sur tout ce qui est ingénierie sociale. Donc, je pense que ça sera probablement la prochaine. En attendant, vous retrouverez ce webinaire sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci beaucoup de votre patience parce que j'ai été un peu long, mais je voulais tout décrire dans le détail. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite surtout un très bon week-end. Au revoir.